Les mots résonnent encore dans les couloirs de l'Élysée et dans les rédactions du monde entier. Ibrahim Traoré, le jeune capitaine qui dirige le Burkina Faso depuis septembre 2022, vient de franchir une ligne rouge que peu de dirigeants africains avaient osé traverser avec une telle véhémence. Ces déclarations contre la France ne sont pas de simples critiques diplomatiques feutrées, mais un véritable acte d'accusation qui remet en question 60 années de relations franco-africaines. Lors de sa dernière intervention télévisée, diffusée en direct depuis Ouagadougou, Traoré a utilisé des termes d'une brutalité inouïe pour qualifier la politique française en Afrique. « La France continue de piller nos richesses, tout en nous maintenant dans la pauvreté », a-t-il déclaré, pointant du doigt ce qu'il considère comme un système néocolonial sophistiqué. Mais ce qui a particulièrement secoué l'opinion publique, c'est quand il a évoqué les mécanismes secrets par lesquels Paris exercerait encore son contrôle sur les économies africaines. Ces accusations ne tombent pas dans le vide. Elles s'inscrivent dans un contexte géopolitique où l'influence française en Afrique de l'Ouest subit des attaques répétées. Mali, le Niger et maintenant le Burkina Faso remettent en question la présence militaire française, expulsent les ambassadeurs et dénoncent les accords économiques hérités de la décolonisation. Traoré devient ainsi le porte-voix d'une génération de dirigeants africains qui refusent la tutelle occidentale. L'impact de ces déclarations dépasse largement le cadre diplomatique traditionnel. En France même, elles ont provoqué une onde de choc qui traverse tous les milieux politiques. Emmanuel Macron, qui avait fait de l'Afrique l'une de ses priorités géopolitiques, se retrouve confronté à un défi majeur. Comment répondre à des accusations aussi graves sans tomber dans la spirale de l'escalade diplomatique? Comment préserver les intérêts français tout en évitant de donner raison aux détracteurs de la politique africaine de la France? Les services de renseignement français, selon des sources proches du dossier, auraient été pris de court par la radicalité du discours de Traoré. Contrairement à d'autres dirigeants africains qui utilisent la rhétorique anti-française comme variable d'ajustement politique, le capitaine burkinabé semble déterminé à aller jusqu'au bout de sa logique. Ses conseillers confirment qu'il prépare d'autres annonces qui pourraient encore davantage fragiliser les relations bilatérales. Ce qui rend la situation particulièrement explosive, c'est la personnalité même d'Ibrahim Traoré. À 34 ans, ce militaire formé dans les académies burkinabées incarne une nouvelle génération de dirigeants africains qui n'ont pas de dette morale envers l'ancienne puissance coloniale. Contrairement à ses prédécesseurs, il n'a pas été formé dans les écoles françaises, n'a pas bénéficié de réseaux parisiens et n'entretient aucune relation personnelle avec l'establishment français. Son parcours militaire lui confère une légitimité particulière dans un pays rongé par l'insécurité. Depuis son arrivée au pouvoir, il a multiplié les opérations contre les groupes terroristes qui sévissent dans la région du Sahel, remportant des succès tactiques qui renforcent sa popularité intérieure. Cette position de force lui permet de tenir un discours radical, sans craindre pour sa survie politique. Les déclarations de Traoré s'appuient sur une analyse économique précise des relations franco-burkinabées. Il dénonce notamment les conditions d'exploitation des mines d'or du pays, où des entreprises françaises détiennent encore des participations importantes. Il remet en question les accords de coopération militaire qui, selon lui, servent davantage les intérêts stratégiques français que la sécurité burkinabé. Il critique également le système monétaire du franc CFA, qu'il considère comme un instrument de domination économique. Ces accusations trouvent un écho favorable dans une partie de l'opinion publique burkinabé, mais aussi dans d'autres pays africains. Les réseaux sociaux amplifient ces propos, créant un effet de contagion qui inquiète les chancelleries occidentales. À Bamako, à Niamey, à N'Djamena, des voix s'élèvent pour soutenir les positions du dirigeant burkinabé, créant une dynamique régionale de contestation de l'ordre post-colonial. La France se trouve ainsi confrontée à un défi stratégique majeur. Comment maintenir son influence en Afrique de l'Ouest face à des dirigeants qui refusent les codes traditionnels de la diplomatie française?
Comment réagir sans alimenter la rhétorique anti-française qui se développe sur le continent? Les conseillers de Macron sont divisés entre ceux qui prônent la fermeté et ceux qui recommandent l'apaisement. Cette crise révèle les limites de la politique africaine française telle qu'elle a été conçue depuis les indépendances. Les mécanismes de la France-Afrique, longtemps efficaces pour maintenir Paris dans une position dominante, semblent inadaptés face à des dirigeants qui assument ouvertement leur volonté de rupture. Traoré représente cette nouvelle génération qui préfère l'isolement diplomatique à la soumission économique. Les conséquences de ces déclarations dépassent le cadre bilatéral. Elles s'inscrivent dans une recomposition géopolitique globale où la Chine et la Russie gagnent en influence en Afrique. Pékin et Moscou observent avec attention cette détérioration des relations franco-africaines, y voyant une opportunité de renforcer leur présence sur le continent. Cette dimension géostratégique ajoute une urgence particulière à la crise diplomatique en cours. Les mots d'Ibrahim Traoré ont franchi les frontières et trouvé un terreau fertile dans les banlieues françaises. Lyon, avec sa forte communauté d'origine africaine, devient rapidement l'épicentre d'une mobilisation qui dépasse le simple soutien diplomatique. Dans les quartiers de Volx-en-Velin, de Vénissieux et de Villeurbanne, les déclarations du capitaine burkinabé résonnent comme une validation de griefs longtemps refoulés contre la politique française en Afrique. Les premiers rassemblements spontanés ont lieu dès le lendemain des déclarations télévisées de Traoré. Place Bellecour, quelques centaines de personnes se réunissent pour exprimer leur soutien aux dirigeants burkinabés. Mais c'est dans la banlieue lyonnaise que le mouvement prend une ampleur inattendue. Les associations de la diaspora africaine, généralement divisées selon les lignes nationales, trouvent dans les propos de Traoré un point de convergence inédit. Mamadou Diabaté, président de l'Association des Burkinabés de Lyon, devient rapidement l'un des organisateurs principaux de ces rassemblements. Traoré dit tout haut ce que nous pensons tout bas depuis des décennies, explique-t-il devant les caméras de télévision. La France continue de traiter l'Afrique comme sa chasse gardée, et il était temps que quelqu'un ose le dire avec cette force. Ces propos, repris sur les réseaux sociaux, alimentent une dynamique de mobilisation qui surprend les autorités locales. La préfecture du Rhône, selon des sources internes, n'avait pas anticipé l'ampleur de cette mobilisation. Les services de renseignement territoriaux, habitués à surveiller les mouvements islamistes ou d'extrême droite, se trouvent confrontés à un phénomène nouveau. Une contestation politique liée aux relations internationales françaises, portée par des communautés généralement peu mobilisées sur ces questions. Ce qui inquiète particulièrement les autorités, c'est la composition sociologique de ces rassemblements. Contrairement aux manifestations habituelles de la diaspora africaine, souvent limitées aux élites intellectuelles ou aux cadres associatifs, ces mobilisations attirent une population plus jeune et plus diverse. Des étudiants africains des universités lyonnaises côtoient des ouvriers maliens, des commerçants sénégalais et des jeunes Français d'origine africaine nés en France. Cette convergence inédite inquiète d'autant plus qu'elle se structure rapidement. Les organisateurs créent un collectif baptisé « Lyon solidaire avec l'Afrique libre », qui fédère plusieurs associations préexistantes. Ils mettent en place une stratégie de communication sophistiquée, utilisant les réseaux sociaux pour coordonner les actions et diffuser leurs revendications. Leur message dépasse le simple soutien à Traoré pour développer une critique globale de la politique africaine-française. Les revendications du collectif lyonnais révèlent la profondeur des griefs accumulés. Ils dénoncent non seulement la politique étrangère française en Afrique, mais aussi le traitement des communautés africaines en France. Comment la France peut-elle prétendre respecter l'Afrique quand elle discrimine les Africains sur son propre territoire ? Interroge Fatou Keïta, porte-parole du mouvement et doctorante en sciences politiques à l'Université Lyon 2. Cette dimension intérieure de la contestation préoccupe particulièrement les autorités. Elle révèle un lien jusqu'alors peu exploré entre la politique étrangère française et les tensions sociales internes. Les propos de Traoré agissent comme un révélateur de frustration, qui dépasse largement les questions diplomatiques pour toucher aux problématiques d'intégration, de discrimination et de reconnaissance.
l'ampleur croissante des rassemblements lyonnais pousse la municipalité à réagir. Grégory Doucet, le maire écologiste de Lyon, se trouve dans une position délicate. Comment gérer cette mobilisation sans alimenter les polémiques sur l'immigration et l'intégration? Ses services tentent d'établir un dialogue avec les organisateurs, proposant des espaces de débat institutionnels pour canaliser la contestation. Mais les leaders du mouvement refusent cette approche qu'ils jugent paternaliste. « Nous ne voulons pas être récupérés par la politique politicienne française », déclare Amadou Sangaré, l'un des organisateurs. « Notre combat dépasse les clivages partisans locaux. Il s'agit de dénoncer un système global d'oppression qui perdure depuis les indépendances. » Cette radicalité du discours témoigne d'une politisation nouvelle de ces communautés. Les médias français peinent à analyser ce phénomène. Entre les accusations de manipulation étrangère et les tentatives de minimisation, les journalistes oscillent entre différentes grilles de lecture. Certains y voient l'influence de puissances rivales cherchant à déstabiliser la France. D'autres y décèlent l'expression légitime de communautés longtemps marginalisées dans le débat public français. Cette difficulté d'analyse révèle un angle mort de la société française. L'incapacité à penser la dimension post-coloniale des relations sociales contemporaines. Les mobilisations lyonnaises contraignent le débat public français à affronter des questions qu'il préfère généralement éviter. Quelle est la responsabilité historique de la France en Afrique? Comment les communautés africaines de France perçoivent-elles la politique étrangère française? Ces interrogations, longtemps reléguées aux cercles académiques, surgissent brutalement dans l'espace public. Les répercussions dépassent rapidement Lyon. D'autres villes françaises avec des communautés africaines importantes, Paris, Marseille, Toulouse, voient naître des initiatives similaires. Un mouvement national semble se dessiner, coordonné par les réseaux sociaux et alimenté par les déclarations répétées de Traoré. Cette dimension nationale de la mobilisation change la donne politique. À l'Assemblée nationale, les députés d'outre-mer et ceux issus de l'immigration africaine commencent à relayer ces préoccupations. Ils interpellent le gouvernement sur la politique africaine française, demandant des clarifications sur les accusations portées par Traoré. Cette politisation institutionnelle du débat inquiète l'exécutif, qui craignait que la crise reste cantonnée au domaine diplomatique. La réaction des partis politiques français révèle leur division interne sur ces questions. À droite, certains dénoncent une manipulation anti-française orchestrée par des puissances étrangères. À gauche, d'autres y voient de l'expression légitime de peuples opprimés par l'impérialisme français. Cette polarisation du débat politique français complique la formulation d'une réponse gouvernementale cohérente. Le phénomène lyonnais illustre une transformation profonde de la société française. Les communautés issues de l'immigration africaine, longtemps cantonnées à des revendications sociales locales, développent une conscience politique transnationale. Elles établissent des liens directs entre leur situation en France et la politique française en Afrique, créant une nouvelle forme de militantisme diasporique. Cette évolution préoccupe les services de sécurité français, qui y voient un risque de radicalisation politique. Comment distinguer la contestation légitime de la subversion étrangère? Comment maintenir l'ordre public sans réprimer l'expression démocratique? Ces questions, nouvelles pour les autorités françaises, témoignent de la complexité du défi posé par les déclarations de Traoré. L'Élysée n'avait pas anticipé l'ampleur de la crise déclenchée par les déclarations d'Ibrahim Traoré dans les bureaux présidentiels. L'heure est à l'évaluation des dégâts et à l'élaboration d'une riposte diplomatique qui ne soit ni trop faible ni trop agressive. Emmanuel Macron, qui avait fait de la refondation des relations franco-africaines l'un des axes majeurs de sa politique étrangère, se retrouve confronté à l'échec apparent de sa stratégie de séduction du continent africain. Depuis son élection en 2017, le président français avait multiplié les gestes symboliques vers l'Afrique. Le discours de Ouagadougou en 2017, où il promettait une nouvelle ère dans les relations franco-africaines, devait marquer une rupture avec les pratiques néocoloniales du passé. La restitution d'œuvres d'art africaines, la révision de certains accords de coopération, l'ouverture à de nouveaux partenaires,
Tout semblait indiquer une volonté sincère de transformer les relations bilatérales. Mais les propos de Traoré révèlent brutalement les limites de cette approche. Pour le capitaine burkinabé et ses soutiens, ces réformes ne sont que cosmétiques, destinées à moderniser les apparences sans changer les structures profondes de domination. Macron nous parle de partenariat égalitaire tout en maintenant les mécanismes économiques qui nous appauvrissent, avait déclaré le dirigeant burkinabé, visant directement la politique présidentielle française. Cette critique personnelle déstabilise particulièrement l'entourage présidentiel. Macron avait investi beaucoup de capital politique dans sa stratégie africaine, convaincu que sa jeunesse et son profil de disrupteur lui permettraient de réussir là où ses prédécesseurs avaient échoué. Les conseillers de l'Élysée admettent désormais, sous couvert d'anonymat, que cette stratégie de communication n'a pas suffi à convaincre les nouvelles élites africaines. La cellule diplomatique présidentielle, dirigée par François Delattre, se trouve dans une position délicate. Comment répondre aux accusations de Traoré sans leur donner davantage d'écho? Comment défendre la politique française sans tomber dans la rhétorique paternaliste que dénoncent justement les critiques? Les premiers éléments de langage élaborés par l'Élysée témoignent de cette difficulté. Ils oscillent entre la fermeté diplomatique et la recherche du dialogue. Macron lui-même hésite sur la stratégie à adopter. Ses proches rapportent qu'il a envisagé plusieurs options. Ignorer les déclarations de Traoré en espérant qu'elles s'éteignent, elle-même, répondre fermement pour marquer les limites de l'acceptable, ou tenter une démarche de conciliation. Chaque option comporte des risques politiques considérables, tant sur la scène internationale qu'intérieure. La dimension intérieure de la crise complique particulièrement l'équation présidentielle. Les mobilisations lyonnaises et leur extension à d'autres villes françaises révèlent que les propos de Traoré trouvent un écho dans une partie de l'électorat français. Pour un président qui avait fait de l'unité nationale l'un de ses leitmotivs, cette fracture communautaire représente un défi majeur. Comment maintenir la cohésion sociale française tout en défendant les intérêts nationaux à l'étranger? Les conseillers en communication de Macron sont particulièrement préoccupés par l'impact de cette crise sur l'image présidentielle. Le chef de l'État, qui avait su naviguer entre les crises internationales précédentes, de l'Ukraine à la Chine, se trouve confronté à un adversaire d'un type nouveau. Traoré ne peut être traité comme un dirigeant traditionnel. Sa jeunesse, son parcours militaire et sa popularité intérieure lui confèrent une légitimité particulière. Cette légitimité est d'autant plus redoutable qu'elle s'appuie sur des succès concrets. Depuis son arrivée au pouvoir, le capitaine burkinabé a remporté plusieurs victoires militaires contre les groupes terroristes qui menacent son pays. Cette efficacité opérationnelle contraste avec les échecs relatifs de l'opération française Barkhane, officiellement terminée en 2022, mais qui n'avait pas réussi à pacifier durablement la région sahélienne. Les services de renseignement français, selon des sources concordantes, ont dressé un portrait psychologique détaillé de Traoré pour aider l'Élysée à calibrer sa réponse. Le dirigeant burkinabé apparaît comme un pragmatique radical, capable de radicalité dans le discours mais aussi de pragmatisme dans l'action. Cette dualité complique l'élaboration d'une stratégie française cohérente. L'option militaire, évoquée dans certains cercles sécuritaires français, est rapidement écartée par l'Élysée. L'époque où la France pouvait intervenir directement en Afrique pour protéger ses intérêts semble révolue. Les échecs maliens et centrafricains ont démontré les limites de l'intervention militaire française, et l'opinion publique française se montre de plus en plus réticente à ces aventures extérieures. Reste l'option diplomatique, mais elle se heurte à la fermeture du régime burkinabé. Traoré a expulsé l'ambassadeur français et suspendu la plupart des accords de coopération bilatérale. Les canaux traditionnels de la diplomatie française, en Afrique, réseaux d'affaires, anciens coopérants, élites formées en France, ne fonctionne plus avec ce nouveau type de dirigeants africains. Cette impasse diplomatique révèle l'obsolescence des instruments de politique africaine français. La France se retrouve démunie face à des dirigeants qui refusent les codes de la relation franco-africaine traditionnelle. Ni les pressions économiques ni les incitations politiques ne semblent avoir de prise sur un régime
qui assume sa rupture avec l'ancienne puissance coloniale. Macron envisage alors une stratégie de contournement, s'adresser directement aux populations africaines par-dessus la tête de leurs dirigeants. Cette approche, inspirée de la diplomatie publique américaine, consisterait à utiliser les médias sociaux et les réseaux de la société civile pour maintenir l'influence française. Mais cette option se heurte à la méfiance croissante des opinions publiques africaines envers la France. Les sondages réalisés en Afrique de l'Ouest par des instituts français révèlent une détérioration constante de l'image de la France. Les propos de Traoré, loin d'être marginaux, expriment des sentiments largement partagés dans la région. Cette défiance populaire complique toute tentative de diplomatie publique française et renforce la position des dirigeants critiques envers Paris. Face à cette situation, l'Élysée explore une stratégie de diversification des partenaires africains. Plutôt que de se concentrer sur les pays traditionnellement proches, la France pourrait privilégier ses relations avec des pays comme le Ghana, le Rwanda ou l'Éthiopie, moins marqués par l'héritage colonial français. Cette approche implique cependant de reconnaître implicitement l'échec de la politique française en Afrique francophone. La dimension européenne de la stratégie française fait également l'objet de réflexions à l'Élysée. Macron envisage de mobiliser ses partenaires européens pour élaborer une réponse collective aux défis africains. Cette approche multilatérale permettrait de diluer les responsabilités françaises tout en maintenant l'influence occidentale sur le continent. Mais elle implique aussi de partager une influence que la France avait jusqu'alors jalousement gardée. Les conséquences économiques de la crise commencent également à préoccuper l'Élysée. Les entreprises françaises présentes au Burkina Faso font face à des difficultés croissantes et certaines envisagent de se retirer du pays. Cette dégradation du climat des affaires pourrait s'étendre à d'autres pays de la région, menaçant les intérêts économiques français en Afrique de l'Ouest. La crise déclenchée par les déclarations d'Ibrahim Traoré dépasse largement le cadre des relations bilatérales franco-burkinabées. Elle révèle une recomposition géopolitique profonde de l'Afrique de l'Ouest, où de nouveaux acteurs internationaux gagnent en influence tandis que l'hégémonie française s'effrite. Cette transformation redessine les équilibres stratégiques, régionaux et globaux, avec des implications qui s'étendent bien au-delà du continent africain. La Russie observe avec un intérêt non dissimulé cette détérioration des relations franco-africaines. Moscou, par l'intermédiaire de ses sociétés militaires privées et de ses réseaux diplomatiques, intensifie ses contacts avec les nouveaux régimes sahéliens. Le groupe Wagner, rebaptisé Corps Africa après la mort de Prigojine, maintient une présence discrète mais réelle dans la région, offrant ses services de sécurité aux dirigeants qui souhaitent s'émanciper de la tutelle occidentale. Les analystes du renseignement français s'inquiètent particulièrement de cette montée en puissance russe. Contrairement à l'URSS qui proposait une idéologie alternative, la Russie de Poutine se contente d'exploiter les failles du système occidental sans offrir de modèle de développement crédible. Cette approche opportuniste trouve un terrain favorable chez des dirigeants africains en quête d'alternatives à la coopération occidentale traditionnelle. La Chine, de son côté, adopte une stratégie plus subtile mais potentiellement plus efficace à long terme. Pékin évite de s'immiscer directement dans les polémiques franco-africaines, préférant renforcer discrètement ses positions économiques. Les investissements chinois dans les infrastructures burkinabées se multiplient, offrant à Traoré des alternatives concrètes à la coopération française. Cette approche pragmatique séduit des dirigeants africains davantage intéressés par les résultats que par les discours. L'influence chinoise s'étend également au domaine technologique, particulièrement sensible dans le contexte sécuritaire sahélien. Les systèmes de surveillance et de communication chinois remplacent progressivement les équipements occidentaux dans plusieurs pays de la région. Cette transition technologique crée des dépendances nouvelles qui pourraient s'avérer stratégiques à long terme. Les États-Unis, traditionnellement moins impliqués en Afrique francophone, réévaluent leur stratégie face à cette recomposition. Washington craint que l'affaiblissement français ne profite exclusivement aux rivaux américains, particulièrement la Chine et la Russie. Cette préoccupation pousse l'administration Biden à reconsidérer son relatif désengagement africain et à explorer de nouveaux partenariats stratégiques.
L'émergence de puissances africaines autonomes complique également l'équation géopolitique régionale. Le Nigeria, l'Afrique du Sud et l'Égypte développent leur propre stratégie d'influence en Afrique de l'Ouest, souvent en concurrence avec les intérêts occidentaux. Ces puissances régionales offrent aux dirigeants sahéliens des modèles alternatifs de développement et des partenariats sud-sud qui échappent aux conditionnalités occidentales. La dimension économique de cette recomposition révèle l'ampleur des enjeux. L'Afrique de l'Ouest recèle des richesses considérables, or, uranium, pétrole, terres rares, qui attisent les convoitises internationales. Le contrôle de ces ressources devient un enjeu géostratégique majeur dans un monde où la sécurité des approvisionnements énergétiques et miniers devient cruciale pour les puissances industrielles. Les routes commerciales traditionnelles se transforment également. Les corridors d'exportation vers l'Europe, largement contrôlés par des entreprises françaises, font face à la concurrence de nouvelles routes vers l'Asie et le Moyen-Orient. Cette diversification des débouchés commerciaux renforce l'autonomie des pays africains et diminue leur dépendance envers les marchés européens. La question monétaire constitue un autre enjeu central de cette recomposition. Le franc CFA, longtemps pilier de l'influence française en Afrique, fait l'objet de remises en cause croissantes. Plusieurs pays explorent des alternatives. Monnaie nationale souveraine, union monétaire régionale, voire adoption de crypto-monnaies. Ces expérimentations monétaires, encouragées par Traoré et ses homologues, menacent l'un des derniers instruments de contrôle français sur l'économie africaine. L'impact de cette crise sur l'Union européenne dépasse le cadre français. Bruxelles observe avec inquiétude cette détérioration des relations entre la France et ses anciens territoires coloniaux, y voyant un risque pour la stratégie européenne globale en Afrique. L'UE avait misé sur le partenariat avec l'Afrique pour sécuriser ses approvisionnements énergétiques et contrôler les flux migratoires. Cette stratégie se trouve compromise par l'instabilité géopolitique régionale. Les questions migratoires ajoutent une dimension supplémentaire à la crise. L'Afrique de l'Ouest constitue une région de transit majeure pour les migrations vers l'Europe. La détérioration des relations avec les pays sahéliens complique la coopération en matière de contrôle des frontières et de réadmission des migrants. Cette dimension migratoire renforce les préoccupations européennes face à la crise en cours. La société civile africaine joue également un rôle croissant dans cette recomposition. Les organisations non gouvernementales, les mouvements de jeunesse et les réseaux intellectuels africains développent une conscience panafricaine renouvelée. Ils soutiennent largement les positions de Traoré, y voyant l'expression d'une dignité africaine longtemps bafouée par les puissances occidentales. Cette mobilisation de la société civile s'appuie sur les nouveaux outils de communication. Les réseaux sociaux permettent une coordination transnationale des mouvements de contestation anti-occidentaux. Les hashtags en soutien à Traoré deviennent viraux, créant une dynamique d'opinion qui échappe aux instruments traditionnels d'influence française. L'impact culturel de cette crise mérite également d'être souligné. Les artistes, intellectuels et créateurs africains s'emparent de cette polémique pour développer un discours culturel alternatif. Ils promeuvent les langues africaines, valorisent les traditions locales et dénoncent l'hégémonie culturelle occidentale. Cette renaissance culturelle africaine accompagne et renforce la contestation politique en cours. Les implications de cette crise pour l'ordre international sont considérables. Elle illustre l'émergence d'un monde multipolaire où les anciennes puissances coloniales perdent leur capacité d'influence exclusive. Cette transformation remet en question les équilibres géopolitiques hérités de la décolonisation et annonce l'émergence de nouveaux centres de pouvoir. Pour la France, cette crise constitue un test décisif de sa capacité d'adaptation aux réalités du XXIe siècle. Le pays doit repenser intégralement sa stratégie africaine, abandonner ses réflexes néocoloniaux et accepter des relations plus égalitaires avec ses anciens territoires. Cette transition, douloureuse pour l'orgueil national français, apparaît désormais inévitable. L'avenir des relations franco-africaines se jouera probablement dans la capacité de Paris à proposer un nouveau paradigme de coopération.
Ce paradigme devra être basé sur l'égalité réelle, le respect mutuel et des bénéfices partagés. Sans cette révolution conceptuelle, la France risque de voir son influence africaine disparaître définitivement, remplacée par de nouveaux partenaires moins chargés historiquement. La crise déclenchée par Ibrahim Traoré révèle ainsi l'ampleur des transformations géopolitiques en cours. Elle marque peut-être la fin définitive de l'ère post-coloniale et l'avènement d'un ordre international véritablement multipolaire où l'Afrique retrouverait enfin sa souveraineté pleine et entière.